Bonjour chers étudiants sur la chaîne YouTube Apparat Biologie, toujours avec la pharmacologie et la pharmacocinétique des médicaments, plus précisément avec le métabolisme. Donc, nous sommes arrivés à la deuxième partie de la biotransformation. Nous avons vu auparavant dans la première partie, nous sommes arrêtés à la phase 1, les différentes réactions, à savoir l'oxydation, l'hydrolyse, la réduction et la décarboxylation. Nous avons dit que cette phase 1 va nous permettre d'avoir un métabolite qui est polaire. Ce métabolite polaire va avoir un caractère hydrophile avec la deuxième phase de la biotransformation qui puis il va être facilement donc éliminé par l'organisme. Donc, la phase 2 de la biotransformation, c'est une phase où c'est l'ensemble des réactions synthétiques où les groupements fonctionnels issus des réactions de la phase 1 peuvent être ensuite conjugués, aboutissant à des composés biologiquement inactifs, encore plus hydrosolubles et donc plus facilement éliminés par les reins. Les différentes réactions de la phase 2 sont, comment dirais-je, sont facilitées par des enzymes appelées les transférases. Ces transférases-là ont des co-substrats. Ces co-substrats, c'est les molécules avec lesquelles on va conjuguer nos métabolites qui étaient polaires de la phase 1. Donc, ces co-substrats peuvent être un groupement fonctionnel, un peptide, un acide aminé et des molécules. Les groupements fonctionnels peuvent être des sulfates, des acétyles, méthyl, les peptides comme le glutathion, acide aminé comme la glycine et les molécules comme l'acide D-glucuronique. Donc, pour la première réaction, on va parler des glucoroconjugaisons. Donc, par rapport à cette réaction, c'est une réaction avec, c'est une conjugaison avec l'acide glucuronique et c'est la plus fréquente des conjugaisons qu'on peut, pardonnez-moi, l'avoir au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, donc au niveau de la membrane de notre microsome. Le précurseur de cette réaction-là, c'est le phosphate, le glucose, pardonnez-moi, 1-phosphate. Et d'ailleurs, si on va parler du glucose 1-phosphate, il faut savoir que généralement, le glucose, après internalisation au niveau de la cellule, va être transformé en glucose 6-phosphate par des glucokinases. Et donc, après avoir été transformé en glucose 6-phosphate, ce glucose 6-phosphate va être transformé en glucose 1-phosphate par des glucomutases. On a une mutation du glucose phosphate qui était sur le carbone numéro 6 et il va devenir sur le carbone numéro 1. Ça, c'était entre parenthèses seulement. Donc, le glucose 1-phosphate en présence du transporteur qui est l'UTP. UTP, c'est l'uridine triphosphate. Donc, va libérer ce qu'on appelle l'UDP-glucose. C'est l'uridine diphosphate, glucose et la libération d'un pyrophosphate qui est un groupement composé de deux groupements phosphates, qui est une molécule composée de deux groupements phosphates. Donc, l'UDP-glucose avec la présence du NAD+, et l'enzyme UDP-glucose déshydrogénase va nous libérer du NADH+, et notre molécule l'UDP-glucuronique, UDP acide glucuronique. Donc, cette dernière va être transférée sur des molécules qui sont aglycones et qui ne sont pas glucidiques, donc par une enzyme appelée l'UDP acide glucuronique transférase. Et donc, on a fixation de l'acide glucuronique sur ces parties aglycones et libération de l'UDP. Donc, les parties aglycones, ces molécules-là peuvent être des phénols, des dérivés phénoliques, des alcools, des alcaloïdes. Puis, on a encore cette notion de cette fixation de l'acide glucuronique peut être sur de l'azote, de l'oxygène ou sur le soufre. Donc, d'une manière générale, suivant le schéma, suivant ce schéma-là, on a la fixation de l'acide glucuronique sur le phénol et la formation d'un phénol glucuronide. Et la fixation, elle est observée au niveau du complément hydroxyde, donc au niveau de l'oxygène ou sur l'oxygène. Donc, ça, c'était pour la glucoroconjugaison. Donc, un deuxième plutôt type de conjugaison, c'est la sulfoconjugaison. La sulfoconjugaison, elle se déroule au niveau des cytosols
Et c'est le transfert des sulfates activés à partir du PAPS, qui est le 3'-phosphoadénosine 5'-phosphosulfate, formé à partir, bien sûr, de l'ATP et des sulfates. L'enzyme impliquée, c'est la sulfotransférase. Il faut juste savoir que cette sulfotransférase, elle est ubiquitaire. On peut la retrouver au niveau hépatique, au niveau des reins. Donc, premièrement, ces PAPS, comment on va obtenir ces PAPS-là? C'est qu'on a de l'ATP avec notre groupement sulfate, le SO4-2, en présence de l'enzyme l'ATP sulfurylase. Elle va nous donner de l'adénosine, pardonnez-moi, 5'-phosphosulfate, les APS, bien sûr, avec la libération du pyrophosphate inorganique. Il y a deux molécules de phosphate, deux groupes phosphates liés entre eux. Les APS en présence de l'ATP et l'enzyme appelée l'APS kinase va nous donner donc nos PAPS. Donc, en grosso modo, de manière générale, nous avons ce schéma qui présente la formation du sulfoconjugué du pénitrophénol avec la fixation du groupement sulfate sur l'oxygène et donc en présence de l'enzyme sulfotransférase et nos PAPS. Ça, c'était pour la sulfoconjugation. Donc, autre réaction, c'est l'acétylation. C'est le transfert d'un groupement acétyl à partir du coenzyme A aux molécules conjugables dans le groupement amine, donc sur du groupement amine. Ce transfert est catalysé par des N-acétyltransférases, les NAT, et la réaction se déroule au niveau cytosolique. Il faut juste savoir qu'on peut retrouver deux isoformes du N-acétyltransférase, les NAT1 et NAT2 chez l'homme. Donc, la réaction se déroule en deux étapes. On a un transfert du groupement acétyl sur l'N-acétyltransférase, puis, comme vous voyez sur le schéma, donc un transfert du groupement acétyl sur notre N-acétyltransférase, sur l'enzyme, puis nous aurons le transfert du groupement acétyl sur le groupement amine. Donc, comme vous voyez, nous avons notre substrat, le RNH2, okay? Et à la fin, nous aurons le groupement acétyl sur notre substrat, sur le groupement amine de notre substrat. Voilà, en grosso modo, un schéma par rapport à l'acétylation de l'isoniazide. C'est une molécule qu'on peut utiliser lors de l'affection tuberculosique. Donc, nous avons notre acétyl-CoA, la libération du coenzyme SH, la formation d'un N-acétyl isoniazide et la fixation de notre groupement acétyl sur le groupement amine. Donc, un autre type de conjugaison, c'est la méthylation. Donc, la méthylation, c'est le transfert d'un groupement méthyle à partir de la S-adénosylméthionine, SAM. Ce transfert est catalysé par les méthyltransférases au niveau cytoplasmique sur du groupement soit amine aliphatique aromatique, hydroxyle, sur des phénols et des catécholamines ou sur des groupements thiols. Donc, le mécanisme général est le suivant. Donc, nous avons nos SAM, notre substrat, la fixation du groupement méthyle et la libération du S-adénosyl-homocystéine. Maintenant, comment se forment ces SAM-là? Donc, ces groupements méthylés, comment ça se forme? Donc, nous avons de la méthionine qui va se fixer sur de l'ATP et en présence du H2O et des SAM synthase, nous aurons la libération des groupements phosphates plus nos S-adénosylméthionine, plus le N-adénosylméthionine. Donc, par exemple, si on va voir la méthylation de la dopamine, donc la dopamine va être méthylée en présence de l'enzyme les COMT. Les COMT, ça veut dire catéchol au méthyltransférase et la libération de la molécule 3-méthoxythéramine avec la fixation de notre groupement méthyle et la libération du S-adénosyl-homocystéine, comme vous voyez là sur le schéma, avec la libération de ce CH3 okay, qui était là au niveau des SAM, et là nous avons la formation de notre S-adénosyl-homocystéine.
Donc, autre type de conjugaison, c'est la conjugaison avec la glycine. Ce transfert-là de la glycine, c'est par rapport, on va plutôt le voir, l'exemple type, c'est la conjugaison de la glycine avec l'acide benzoïque. Donc, elle est catalysée dans une première étape par les ligase qui active l'acide par le coenzyme A, une section de l'ATP, et aboutit à la formation d'un dérivé qui sert du coenzyme A, puis l'intervention du N-acétyltransférase dans la deuxième étape, qui catalyse le transfert du groupement acide sur le groupement aminé de la glycine. Donc, comme vous voyez sur le schéma, donc l'acide benzoïque, il va être activé par le coenzyme SH, okay? Et en présence de la glycine du N-acétyltransférase, nous avons la formation de l'acide upirique avec la fixation de notre acide aminé et notre glycine. On a aussi la conjugaison avec du glutathion. Donc, le glutathion, c'est un tripeptide qui constitue plus de 90% de la quantité de thiol non protéinique du foie. Cette réaction est catalysée par une enzyme appelée le glutathion S-transférase. Elle concerne essentiellement les substances électrophiles. Quand on parle d'une substance électrophile, ce sont des substances qui sont dépourvues d'électrons. Rarement, on va retrouver de l'azote, l'oxygène, la réaction se déroule au niveau du cytosol et on peut avoir deux étapes. Donc, la première étape, elle consiste à la conjugaison de notre substrat au glutathion. La deuxième étape, c'est la formation de l'acide mercapturique. Donc, maintenant, suivons ce schéma. Donc, nous avons notre molécule électrophile en présence de glutathion. Donc, avec l'aide de notre enzyme, la glutathion S-transférase, nous avons la fixation de cette agrégation entre glutathion et substrat électrophile. Puis, en présence de la gamma-glutamate transpeptidase, nous aurons l'élimination du glutamate. Puis, nous aurons l'élimination de la glycine en présence des aminopeptidases. Et en présence du N-acétyltransférase, nous allons transférer cette de coenzyme A sur notre molécule et la formation du acide mercapturique qui va être facilement éliminé par les reins et donc dans les urines. Maintenant, si on veut voir les différents métabolites qui sont formés à partir de cette biotransformation, nous aurons des métabolites qui sont chimiquement et pharmacologiquement inactifs. On peut voir ça avec la conjugaison de l'aspirine avec l'acide glucuronique et la glycine, et le paracétamol avec sa conjugaison avec le glutathion, l'acide glucuronique et avec les groupements sulfate. Autre type de métabolites, on a les chimiquement qui sont chimiquement stables et pharmacologiquement actives. Donc, on peut avoir une molécule mère comme l'aspirine qui va donner des métabolites qui sont actifs comme l'acide salicylique, la morphine avec la codeine et l'éproniazide qui va donner des lysoniazides. Aussi, on peut retrouver des métabolites qui sont chimiquement instables et biochimiquement actifs et ayant un effet toxique. On a comme par exemple l'érythromycine et son métabolite, les nitrosoalcanes, et on a les phénotoïnes qui vont devenir des hypoxydes qui sont vraiment très toxiques. Et avec leur combinaison avec des macromolécules, on peut avoir des atteintes hépatiques, un effet mutagène et un effet tératogène. Donc, maintenant, si on veut voir les différents facteurs susceptibles d'affecter le métabolisme des médicaments, on peut avoir des médicaments et des polluants qui peuvent activer la synthèse, activer comment dirais-je, la machine enzymatique ou la synthèse de la machine enzymatique, et donc cela va diminuer la durée de vie du médicament. Donc l'élimination sera très rapide et diminution de l'effet du médicament qui sera vraiment une élimination rapide. Par contre, on peut avoir des médicaments qui sont inhibiteurs de cette activité enzymatique
Et donc, nous aurons une augmentation de la durée de vie du médicament. Cela peut engendrer une production, une synthèse de grands métabolites actifs qui seront nocifs et toxiques pour l'organisme. Autres facteurs susceptibles d'affecter le métabolisme des médicaments sont les facteurs génétiques. Donc, ils peuvent avoir un effet sur le métabolisme des médicaments. Ce métabolisme peut être donc lent ou peut-être rapide. Autre facteur, on a l'âge avec les différents stades, à savoir être adulte ou nourrisson ou avec des personnes âgées. Par rapport aux trois stades, nous aurons, par rapport aux nourrissons personnes âgées, une diminution de l'activité enzymatique par rapport à une personne adulte. Pour cela, il faut vraiment voir une bonne, ou avoir plutôt une bonne posologie, surtout pour tout ce qui est des médicaments qui vont toucher le système nerveux central. Donc, autre facteur aussi, on peut avoir le facteur d'alimentation ou avec d'une alimentation pauvre en protéines ou riche en protéines. Avec l'alimentation pauvre en protéines, nous aurons un métabolisme qui est lent. Avec une alimentation riche en protéines, nous aurons un métabolisme qui sera rapide. Et à part ça, on peut avoir aussi l'état physiopathologique. Si on a une atteinte hépatique ou une atteinte cardiaque, cela, par rapport à l'atteinte cardiaque, nous aurons un flux sanguin qui sera plus ou moins, comment dirais-je, un flux sanguin plus ou moins amoindri au niveau hépatique. Et donc, ce médicament, par rapport à la durée d'élimination, il y aura une différence par rapport à cette demi-vie, à l'élimination médicamenteuse, à sa biotransformation. Aussi par rapport aux atteintes hépatiques, si on a une cirrhose, si on a une atteinte hépatique grave, tout ce qui est cette biotransformation sera inhibée. Donc, tout ce qui est durée de vie et activité sera grande et que cela sera, comment dirais-je, néfaste pour notre organisme. Donc, je pense avec ça, nous avons fait le tour de la biotransformation des médicaments. J'espère, Inch'Allah, qu'on va se retrouver avec notre chapitre qui est l'élimination des médicaments. Donc, rendez-vous, Inch'Allah, avec l'élimination des médicaments et je vous remercie pour votre attention.